Pinto como vejo, como sinto. E tenho sensações muito fortes. Nome e apelido? Paul Cézanne. Local de nascimento? Aix-en-Provence. Que cor prefere? A harmonia geral. Qual o seu aroma preferido? O perfume dos campos. Qual é, na sua opinião, a melhor das virtudes? A amizade. Qual é a sua ocupação preferida? Pintar. Devo-vos a verdade em pintura. E vou dizer-vos-la. Sou o primitivo de uma nova arte. Atraem-me as coisas sem limites da natureza. Procedo muito lentamente. A natureza que a mim se oferece é muito complexa. E os progressos a fazer são incessantes. Desde a infância, Cézanne manifesta uma grande ligação à sua cidade, Aix, e à sua região. Quando se nasce em Aix, é tramado. Nada mais nos interessa. Cézanne nasceu em Aix-en-Provence em janeiro de 1839, na rua de l'Opéra. Le père de Cézanne va acquérir une formation d'abord de chapelier à Paris, va se forger une situation sociale et il deviendra l'un des premiers banquiers d'Aix en 1848, créant la banque Cézanne-Cabassol. De ce fait-là, la famille Cézanne est à l'abri de tout besoin, surtout qu'il prête de l'argent à un taux d'usure élevé et que la famille, j'allais dire, dans un climat alsacien, s'enrichit et monte en grade, puis s'achète cette superbe bastide à la sortie d'Aix, qui est la propriété du Jas de Bouffon, qui signifie vraiment un niveau, on va dire, aristocratique. Cézanne tem 13 anos quando conhece Zola no Colégio Bourbon de Aix-en-Provence. O jovem Zola, então órfão de pai, é atormentado pelos colegas. Cézanne toma a sua defesa. No dia seguinte, Zola agradece-lhe oferecendo-lhe um cesto de maçãs. Maçãs para Cézanne é o primeiro símbolo de uma amizade que durará 30 anos, com os seus desgostos e decepções. Cézanne pintará maçãs toda a sua vida. É a nostalgia desta amizade com Zola. Éramos 3 amigos, 3 miúdos traquinas ainda agarrados aos bancos da escola. Nos momentos que podíamos roubar aos estudos, fugíamos para o campo, correndo tudo. Precisávamos do ar livre, da luz do sol, de trilhos perdidos no fundo das ravinas de que nos apossávamos, conquistando-as. No verão encontrávamos-nos sempre junto do rio, pois a água exercia então sobre nós um enorme fascínio. Têm ambições artísticas e mais tarde, já adolescentes, travam discussões inflamadas a propósito dos pintores, dos escritores, dos poetas gregos e dos latinos. Cézanne beneficiará, na verdade, de uma educação bastante considerável. Lê Virgílio em latim, escreve poemas e lê com Zola, Musset, Victor Hugo, Stendhal e Baudelaire.
Au moment où il passe le bac, il veut suivre des cours de dessin à l'école de dessin d'Aix. Il manifeste une volonté d'être peintre, en même temps que Zola manifeste une volonté d'être écrivain. Il faut dire que l'amitié de Cézanne Zola a peut-être également aiguisé son ambition artistique. Elizabeth Aubert, mãe de Cézanne, apoiava-o contra o pai que via, não sem inquietação, desenvolverem-se no seu filho tendências artísticas, apesar de um argumento que Madame Cézanne julgava sem réplica. E então, ele chama-se Paul, como Véronèse e Rubens. À partir du moment où il veut être peintre, et où il reçoit des cours à l'école de dessin d'Aix, il ne quittera plus cette ambition-là. Ce n'est que sur le registre pictural que Cézanne va exercer ses talents, et puis il va délaisser la poésie assez vite, même si son père l'oblige à faire du droit. Zola a Cézanne, Paris, julho de 1860. És para mim um enigma, uma esfinge. Obrigam-te a fazer um trabalho que abominas. Queres pedir ao teu pai que te deixe vir para Paris para seres artista? Não vejo qualquer contradição entre esse pedido e as tuas ações. Mas, por amor de Deus, se eu estivesse no teu lugar, preferiria arriscar, dar tudo por tudo. Não flutuar vagamente entre dois futuros tão diferentes, o atelier e a barra do tribunal. Lamento-te, pois deves sofrer com tal incerteza. Isso seria para mim um ulterior motivo para rasgar o véu. Em 1861 terá finalmente autorização para se instalar em Paris. Quero conquistar Paris com uma maçã. Ambroise Vollard escreve: ao chegar a Paris, Cézanne acorre à casa de Zola. Viu Paul, escreve ao amigo Bayle, o futuro autor de A Taberna. Viu Paul, entendes isto? Compreendes toda a melodia destas 3 palavras? Os 2 amigos abraçam-se furiosamente. Zola vivia então na rua Saint-Victor, perto do Panteão. Para se aproximar dele, Cézanne arrenda um quarto mobilado na rue des Feuillantines. De dia, Zola ia para as docas, onde tinha um pequeno emprego, ao passo que Cézanne frequentava a Académie Suisse, no Quai des Orfèvres. Todas as noites, os 2 amigos encontravam-se no quarto de Zola para debater a arte e literatura, como outrora em Aix. Zola chegou mesmo a posar para um retrato, mas o estudo não dava os resultados pretendidos e o jovem pintor, já propenso ao desânimo, não tardou em rasgar a tela. Acabo de destruir o teu retrato. Quis retocá-lo esta manhã, mas como estava cada vez pior, eliminei-o. Cézanne vai todos os dias ao Louvre. O amigo Joaquin Gasquet imaginou as reações de Cézanne perante esta tela de Véronèse. Ele postou-se ante as bodas de Canaã. Eis uma pintura. O fragmento, o conjunto, os volumes, os valores, a composição, a emoção, está lá tudo. Vejam, é espantoso. Tão só se apercebe uma grande ondulação colorida, uma riqueza cromática. É isso que um quadro deve sobretudo transmitir-nos. Um calor harmonioso, um abismo onde o olhar mergulha, uma surda germinação, um estado de graça colorido, saber ver, sentir, sobretudo perante a grandiosa composição de Véronèse. Esse era feliz, tal como todos os que o compreendem. É um fenómeno único. Falava a cores. Cézanne é recusado na Academia de Belas Artes. Esta primeira experiência parisiense salda-se, pois, num fracasso, e é pleno de amargura que regressa a Aix. Profundamente desiludido, aceita um emprego no banco do pai, onde se aborrece de morte. Inscreve-se de novo no curso de desenho de Aix e continua a pintar. Tendo já uma personalidade muito forte, o jovem Cézanne procura a própria voz ensaiando numerosos temas. Experimenta também diversas técnicas: espátula, pincel. Louis-Auguste Cézanne avait dit à son fils qui voulait être peintre: mon fils, n'oublie pas, on vit avec de l'argent, on meurt avec du génie, mais on vit avec de l'argent. Louis-Auguste a dû se retourner dans sa tombe quand il a vu le billet de banque à l'effigie de Paul Cézanne fils, quand la Banque de France a fait un billet de 100 francs à l'époque sur Paul Cézanne.
Alors Cézanne commence une carrière picturale, enfin le mot carrière ne lui convient pas vraiment, enfin en tout cas une aventure picturale dans le romantisme de l'époque ou le naturalisme marqué par Delacroix, par Courbet, par Géricault, et il a une peinture très lourde, très puissante, très charnelle, qu'il appellera lui-même couillarde. Et puis voilà qu'il comprend avec les impressionnistes qu'il a rencontrés à Paris que c'est en peignant dehors sur le motif qu'on éclaircit la palette, que l'émotion se justifie. Todos os quadros feitos no interior do ateliê nunca se compararão às coisas feitas ao ar livre. Vai a miúdo para o campo junto a Aix com os seus companheiros Marion e Valabrègue, com o traje próprio dos pintores ao ar livre. Vejo coisas soberbas e tenho de me decidir a pintar apenas ao ar livre. Tudo se resume a isto: registar sensações e ler a natureza. Il y a cette toile qui est absolument exceptionnelle, qui peint la tranchée de chemin de fer et la Sainte-Victoire au-delà d'un mur du Jas de Bouffon. C'est la première fois qu'il regarde au-delà du mur du Jas de Bouffon pour voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une tranchée de chemin de fer qui est comme une sorte de blessure et de fracture dans la terre qui annonce Bibémus, qui annonce des carrières, qui annonce les bouleversements géologiques de la terre. Et il y a la Sainte-Victoire qui domine sagement, tranquillement et qui équilibre le tableau. Et en plus, c'est une toile où pour la première fois, Cézanne utilise des couleurs presque pures, des bleus, des rouges, des verts, comme si déjà le fauvisme était passé par là. Et il va mettre à peu près 15 ans à retrouver les toiles avec la même intensité colorante, pour prendre une expression de Cézanne où il parle de sensation colorante. Durante uma dezena de anos, Cézanne fará muitas viagens de ida e volta entre Aix e Paris. Frequenta com Zola o café Gerbois, onde conhece escritores, poetas e pintores. Entre eles Monet, Manet, Courbet, Renoir e Pissarro. Este último verá nele o futuro pintor e será um dos poucos a apoiá-lo. Em 1863, Cézanne visita o Salão dos Recusados com Zola. Manet expõe lá o seu Le Déjeuner sur l'herbe, o quadro objeto de violentas críticas. Zola e Cézanne defendem Manet. Para Cézanne, é um estado novo de pintura. O nosso renascimento data daí. Aproxima-se das mulheres de Argel. Estamos todos neste Delacroix. Quando vos falo do júbilo da cor pela cor, vejam, é isto que vos quero dizer. Estes rosas pálidos, estas almofadas perfeitas, toda esta limpidez é algo, sei lá, cai bem como um copo de vinho a escorregar-nos pela garganta. Ficamos logo bêbados, repletos. Os tons interpenetram-se como sedas. Tudo é costurado, trabalhado conjuntamente, e é por isso que resulta assim. E Courbet, um construtor, um rude estucador, um triturador de tons, um pedreiro exímio e também um verdadeiro pintor. Ele é profundo, sereno, aveludado. Os seus nus dourados são campos de trigo ondeados pela brisa. Em março de 1865, Cézanne prepara o primeiro envio ao Salão. Telas que farão um instituto gemer de raiva e desespero. É obviamente recusado. Será assim todos os anos, até 1882. Monet era dos pintores contemporâneos aquele que Cézanne mais alto guindava, chegando a ser espirituoso. Monet é apenas um olhar. E logo em seguida, mas santo Deus, que olhar! Também tinha grande estima por Renoir, a quem seguira nas margens do Sena nos trilhos dos impressionistas. Em 1869, conhece Hortense, uma jovem modelo de 19 anos que se torna sua companheira e, mais tarde, sua mulher.
Durante a guerra de 1870, a comuna reside em Aix ou em L'Estaque, perto de Marselha. A mãe arrenda uma casinha de pescadores onde ele fica com Hortense, cuja existência Cézanne esconde ao pai. Quando lhe perguntam o que fez durante a guerra de 70, responde: pintei em L'Estaque. Em 1871, regressa a Paris. O pequeno Paul vai nascer. Pissarro convida Cézanne a juntar-se a ele em Pontoise, onde acaba de instalar-se após a destruição do atelier de Louveciennes, durante a Guerra de 70, provocando assim a perda de 20 anos de trabalho. Pissarro propõe a Cézanne vir trabalhar com ele, na natureza. Cézanne dá-nos esperança. E vi pinturas. Tenho em minha casa uma pintura de um vigor, de uma força notável. Se, como espero, ele ficar algum tempo em Auvers, onde vai morar, irá de certo espantar muitos dos artistas que se apressaram prematuramente a condená-lo. Se querem ovelhas com 5 patas, observem Cézanne. Pissarro. Ces paysages d'Île-de-France, de Pontoise et d'Auvers-sur-Oise, dans lesquels Cézanne et Pissarro se promenaient ensemble, ont apporté à Cézanne l'appel de la nature et un éclaircissement de sa palette sous l'influence de Pissarro. Pissarro apresenta-lhe o Dr. Gachet e Cézanne instala-se em Auvers com Hortense e Paul. Irá conhecer 2 anos de relativa serenidade junto dos amigos pintores. Peut-être la période d'Île-de-France était-elle nécessaire à Cézanne pour justement revoir son pays natal avec un œil différent de la manière dont il l'avait vu dans sa jeunesse. Il avait eu besoin de cette période d'échange avec Pissarro, le doyen du groupe impressionniste. Mais il faut dire que dans cette période de l'Île-de-France, ils avaient chacun gardé leurs sensations. C'est d'ailleurs ce que disait aussi Pissarro au sortir de l'exposition de la grande rétrospective Cézanne chez Vollard. Chacun a continué à garder sa propre sensation. Ils étaient tous deux des peintres qui étaient très sensibles justement à ce qu'ils ressentaient devant la nature, mais chacun avait sa manière de concevoir le paysage, sa manière de ressentir la lumière qui lui était propre. Cézanne va travailler épisodiquement, mais pendant de très longs séjours et régulièrement avec Pissarro à Pontoise jusqu'en 1881-82. Ils vont poser leur chevalet côte à côte sur de nombreux motifs. Cézanne sentiu a minha influência em Pontoise e eu a sua. Por Deus, estávamos sempre juntos. Mas o que é certo é que cada um conservava a única coisa que conta, a sua sensação. C'est vrai que si on doit citer un cas bien connu, je dirais en France, c'est des pruniers en fleurs à l'Ermitage. Et là, on voit très bien comment Pissarro part quand même de plus en plus à enrichir la lumière. Il est sur une problématique chromatique. Et Cézanne, déjà, lui, vide le paysage pour regarder que la structure. Procurar a impressão do que sentimos. Organizar as sensações numa estética pessoal. A natureza e a arte não são diferentes. Gostaria de as unir. O artista não recebe diretamente todas as relações. Ele sente-as. Ce travail de simplification, entre guillemets, chez Cézanne, ou ce travail de complexité chez Pissarro, qui est un travail simultané avec des discussions intellectuelles. Et d'ailleurs, il y a des anecdotes assez amusantes. C'est qu'on sait que quand Pissarro part chez Piet à Montfoucault en 1874, on sent qu'il souffre. Il souffre de ce travail intense opéré avec Cézanne, de cette discussion quotidienne, de cette espèce de confrontation. C'est sûr que Pissarro apporte énormément à ce niveau analytique auprès de Cézanne. Mais en même temps,
on imagine que quelque part, ce travail où il pousse Cézanne à être de plus en plus lui-même, l'amène lui-même à être de plus en plus lui-même par retour. Et je dirais que Pissarro, reconnaître le génie de Cézanne bien avant tout le monde, même ses confrères impressionnistes, il l'imposera au sein des expositions du groupe, jusqu'au jour où Cézanne comprendra que finalement sa place est peut-être ailleurs, qu'il a autre chose à développer, mais il va apprendre avec Pissarro à analyser non seulement le paysage, mais analyser l'écriture picturale, c'est-à-dire à devenir vraiment lui-même. Et ça, c'est une des très grandes forces de Pissarro, c'est qu'il révèle les artistes eux-mêmes. Il fera le même travail avec Gauguin pendant pratiquement 3 ans, de même qu'il sera le premier à reconnaître l'importance de ce rêve. Quanto ao velho Pissarro, foi pai para mim. Era homem para consultar, uma espécie de Deus. Il a quand même vis-à-vis des artistes l'aura de quelqu'un qui est reconnu et puis qui a tous les contacts dans le monde de l'art. C'est la cheville ouvrière du groupe en quelque sorte. Il prépare toutes ses expositions depuis Pontoise. Em abril de 1874 tem lugar no Boulevard de Batignolles, em casa do fotógrafo Nadar, a primeira exposição dos impressionistas. Entre eles, Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, Degas e Berthe Morisot. Cézanne expõe 3 telas, entre as quais a Casa do Enforcado e uma moderna Olímpia. Eis um novo desastre. 5 ou 6 alienados, entre os quais uma mulher, um grupo de infelizes atingidos pela loucura da ambição, encontraram-se aqui para expor as suas obras. Pegam em telas, cores e pincéis, lançam alguns tons ao acaso e arriscam tudo. Assustador espetáculo da vaidade humana, desorientando-se até à demência. Albert Wolff, Le Figaro. Uma moderna Olímpia dará escândalo. Um crítico escreverá que a Olímpia de Manet, comparada à de Cézanne, era uma obra-prima. O quadro de Manet tinha ele próprio gerado escândalo alguns anos antes. O crítico Louis Leroy, tomando como pretexto uma das 12 obras expostas de Monet, Impression Soleil Levant, intitula ironicamente o seu artigo Exposição dos Impressionistas. Estava dado o mote. O nome permaneceu. Pour l'impressionnisme, le grand nom, c'est Monet. Cézanne, lui, a participé à cette aventure de la première exposition impressionniste, mais sans exprimer vraiment l'impressionnisme dans ses toiles, participant plutôt à l'atmosphère et à l'aventure du groupe qui voulait justement rejeter le salon, même s'il y avait participé dans les années de jeunesse, qui voulait former un groupe, qui voulait s'exprimer et qui voulait être libre dans l'expression de sa peinture. Cézanne et Monet sont 2 grands noms de la fin du 19e et du début du 20e, chacun d'ailleurs précurseur du 20e siècle à sa manière, chacun s'inclinant l'un devant l'autre, tout en construisant une peinture qui leur est totalement étrangère. Il n'y a rien de plus différent que la peinture de Monet et celle de Cézanne. Monet a toujours considéré Cézanne comme un grand maître, en voyant très bien l'apport qui était très spécifique à la nature même de Cézanne. Apesar das críticas, Cézanne venderá uma tela pela primeira vez. A Casa do Enforcado. Ele tem, aliás, alguns defensores, como Georges Rivière. O artista mais atacado, mais maltratado desde há 15 anos pela imprensa e pelo público é o Sr. Cézanne. O Sr. Cézanne é um pintor, e um grande pintor. Aqueles que nunca empunharam um pincel ou lápis disseram que ele não sabia desenhar e censuraram-lhe as imperfeições que mais não são do que a sofisticação obtida por uma ciência enorme. Cette aventure impressionniste, Cézanne s'en est expliqué lui-même en parlant à Maurice Denis. Quis fazer do impressionismo algo sólido e durável, como a arte dos museus. Autant les toiles de Pissarro expriment cet impressionnisme, cette démarche avec ce flou dans la touche et ces paysages d'instantanéité,
Au contraire, Cézanne était un peintre qui travaillait en méditant, comme il le disait Émile Bernard, et qui a tout de suite senti qu'il n'était pas dans son mouvement. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence aussi entre les deux peintres par rapport à leur influence sur le XXe siècle. Cézanne a été un précurseur, et bien qu'il soit mort seulement 3 ans après Pissarro, il fait vraiment partie à la fois du XIXe siècle et du XXe siècle. Pissarro le voit comme un maître. Et c'est d'autant plus fortifiant pour Cézanne que ce maître le considère comme son égal, et finalement qu'il donne à Cézanne la certitude qu'il a quelque chose à apporter à la peinture. C'est avec ça que repart Cézanne. A partir de 1874, ele escreve à mãe: começo a ver-me mais forte do que todos aqueles que me rodeiam. Les paysages d'Auvers-sur-Oise et de Pontoise, Cézanne les emporte dans sa tête en voyant l'Estaque dans l'année 1876 et également il emporte dans son cœur Pissarro à qui il écrit « Je pense à vous depuis l'Estaque ». Comecei 2 pequenos quadros com o mar, telhados vermelhos sobre o fundo azul do oceano. Há cenários que exigiriam 3 ou 4 meses de trabalho, o que seria possível porque a vegetação não se altera. São oliveiras e pinheiros que conservam sempre as suas folhas. O sol é lá tão assustador que os objetos parecem dissipar-se na silhueta. E não apenas a preto e branco, mas em azul e vermelho e castanho e violeta. Posso estar enganado, mas parece-me nos antípodas do que é modelado. Como seriam felizes aqui os nossos doces paisagistas de Auvers? Se a pintura de Cézanne atinge nestes anos a maturidade, o homem depende ainda do pai. A autoridade do seu pai é, aliás, tão forte que um dia, tendo perdido o comboio de Marselha para Aix, decide regressar a pé a tempo do jantar em Jas de Buffon. Ele tem então 39 anos. Cézanne, effectivement, avait peur de son père, à qui il a caché sa liaison, sa compagne, Hortense Fiquet, et l'enfant qui est né de cette relation en 1872. Et le jour où le père Cézanne, qui ouvrait le courrier qui arrivait au Jas de Buffon, tombe sur une lettre où on demande des nouvelles du fils en question, il comprend qu'il est grand-père, il n'en dira rien à son fils et va lui couper pratiquement ses vivres. Et c'est là où Zola va réintervenir fortement dans la vie de Cézanne, puisque c'est lui qui va en 1877-18 beaucoup aider Cézanne. Mon cher Émile, Meu caro Emile, vou recorrer de novo à tua boa vontade. Podes enviar 60 francos à Hortense até 10 de setembro, no Vieux Chemin de Roma, número 12. Tenciono passar lá todo o inverno se o meu pai consentir em dar-me dinheiro. Ele continua a pintar em Jas de Buffon e nos arredores. Em 1886, Zola envia-lhe uma obra, um romance sobre um pintor, um gênio não consumado, um artista tão incapaz de se realizar que chega ao suicídio. Santo Deus, quando um quadro não presta, queimamo-lo e recomeçamos outro. É o fim de uma grande amizade. Nesse mesmo ano, o pai de Cézanne morre. Contudo, a herança paterna em nada muda a sua vida tingida de solidão e ascetismo. Só a natureza que o rodeia lhe serve de guia e modelo. Em muitas das telas de Cézanne, a árvore tem um papel preponderante. Ela estrutura a tela, dá-lhe ritmo, faz ascender à superfície a profundidade da paisagem. Nunca se é demasiado escrupuloso ou sincero, demasiado submetido à natureza. Resta pintá-la, vê-la. A natureza fala a todos. Mas, bom, nunca se pintou a paisagem. O homem ausente está nela a corpo inteiro. Cézanne dedica-se ao estudo da natureza, mas sonda também o seu personagem, observando-se ao longo dos anos, sem a menor indulgência, como faz notar René Marie Rilke. É um homem de perfil direito, virado ligeiramente para nós e que observa. E a grandeza, a incorruptibilidade desse olhar imparcial confirmam-se de forma quase comovente no facto de se apresentar a si próprio, sem nunca interpretar ou julgar a sua expressão, com uma humilde objetividade, com a fé e a imparcial curiosidade de um cão que diz ao contemplar-se no espelho: olha, outro cão.
Hortense, a sua companheira, posará para ele docilmente e com infinita paciência em mais de 44 retratos e desenhos. Foram bem poucos os que viram Cézanne a trabalhar. Ele não suportava ser observado ao debruçar-se sobre o cavalete. Com sua licença, Sr. Vollard, dizia-me ele antes um dos quadros que destruíram um dia em que o tinham incomodado. Quando trabalho, preciso que me deixem em paz. Mas quando eu trabalho, j'ai besoin qu'on me foute la paix. Ambroise Vollard contou assim as sessões de pose quando Cézanne decidiu pintar-lhe o retrato. Uma vez sentado, ficava imóvel. Mas tal imobilidade acabava por me dar um sono contra o qual valorosamente lutava durante um bom pedaço. No final, ainda assim, a cadeira, a caixa e eu próprio, acabámos por nos estatelar no chão. Cézanne precipitou-se para mim. Infeliz, perturbou toda a pose. Há que se manter firme como uma maçã. Uma maçã não se contorce, pois não? No meu retrato há na mão 2 pequenos pontos onde a tela não está coberta. Filo notar a Cézanne. Se a minha sessão no Louvre correr bem, respondeu-me ele, talvez amanhã encontre o tom certo para pintar os brancos. Veja, Sr. Vollard, se eu os cobrisse ao acaso, ver-me-ia forçado a recomeçar tudo a partir desse ponto. Se pensarmos que eu posara para 115 sessões, a perspectiva de refazer todo o quadro só podia fazer-me tremer. Na derradeira parte da vida, Cézanne fará retratos da gente simples que o rodeia. Ele realiza numerosos estudos muito depurados de os jogadores de cartas. Eles enfrentam-se imóveis, interiorizados, o tempo parece suspenso. É um jogo de cartas como que petrificado para a eternidade. Les portraits, ce sont des sortes d'icônes. Il va retrouver des personnages qui ont des attitudes statiques, figées, mais avec une volonté également d'une espèce de transcendance que ces personnages doivent exprimer, mais d'une transcendance qui n'existe plus, qui n'est plus accessible. Une icône, traditionnellement, il y a des saints, il y a des dieux, ou un dieu qui sont derrière. Pour Cézanne, les dieux se sont absentés, se sont détournés. Et je pense que les portraits, c'est cet enjeu-là. O seu desejo não é jamais o de representar um modelo, mas o de transcender um corpo, uma maçã, uma árvore, uma paisagem. Para Cézanne, tudo tem igual importância. A sua intenção é, antes do mais, representar a vida. O quadro, como fragmento da existência, da eternidade, é um todo. Ele representa a relação com o espaço, para criar harmonia entre os seres, as coisas e a natureza, que são parte de um todo, delimitado pelo quadro. Um quadro de Cézanne. Não se pintam almas, pintam-se corpos. E quando os corpos são bem pintados, a alma, caso a tenham, cintila e transparece. Il y aura les Saintes Victoires de la fin, qui sont prises au-dessus de l'atelier. C'est ce Cézanne qui regarde la montagne, qui se laisse questionner par elle et qui va vraiment aller le plus loin qu'il n'a jamais été en peinture. Cézanne permite-nos ver através da cor as imbricações invisíveis do real. Tudo se conjuga em ramificações coloridas. O céu nas árvores, a terra no céu, em subtis reflexos. Les baigneurs et les baigneuses, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils expriment également toute la hargne de Cézanne par rapport au corps, par rapport à la sexualité, et il n'a pas eu une sexualité facile à assumer. Il va peindre des tentations de Saint-Antoine avec des superbes femmes qui tentent le moine, et le moine c'est lui, mais il les rejette. La femme devient le symbole d'une peinture académique qu'il rejette. Donc il va réintégrer le nu féminin, mais d'une façon tout autre. Elle devient baigneur ou baigneuse, mais un corps qui va être transcendé, qui va être lumineux, qui va être traversé par l'eau, l'air, etc. À noter que ces baigneuses sont mal dessinées, du moins c'est ce qu'on dit.
Je veux dire par là, Cézanne savait très très bien qu'il ne voulait pas faire des belles nudités à la Chassériau, à la Ingres, capables de nous attendrir et de nous donner envie d'aller les caresser. Renoir fera ça, les baigneuses de Renoir, on a envie de les caresser, mais pas les baigneuses de Cézanne. Parce que Cézanne, volontairement, veut définir des personnages qui incarnent évidemment le corps et la sexualité, notre réalité charnelle, mais comme déjà dans un dépassement, en ce sens-là, Cézanne là aussi trouve un sacré qui infuse sa peinture. Il y a un tableau que je retiendrai, qui représente ces baigneuses comme à travers un vitrail. On est immergé dans le bleu, c'est une espèce de couleur paradisiaque, un paradis terrestre retrouvé ou un paradis futur qu'il faut atteindre et qui n'a qu'un lieu, qui est le lieu de la peinture. C'est-à-dire que la peinture n'est pas le lieu où on appelle un paradis lointain, le paradis il est là sur la toile. Il n'est que peintre, c'est-à-dire qu'il va demander à la peinture, il va aller au fondement de la peinture. Il va questionner la peinture dans non seulement sa technique, la couleur, le dessin, la construction, mais dans ce qu'elle a à dire. Donc Cézanne va clôturer tout un monde de la figuration, mais il est en même temps la pierre angulaire qui fonde toutes les tentatives d'art du XXe siècle. Alors même que pour Cézanne, pour son temps, les dieux se sont, pour reprendre une phrase de Hölderlin, les dieux se sont détournés, ils sont plus là, mais Nietzsche dit Dieu est mort. En 1901, Cézanne achète un grand terrain aux portes de la ville, sur la colline des Loves, et il fait construire, comme il le dit, son grand atelier à la campagne. Tenho grande ateliê no campo. É lá que trabalho. Estou lá melhor do que na cidade. Le choix de la colline des Loves pour construire ce très grand atelier à la campagne n'est pas innocent. Il a plusieurs raisons. Certes, l'une d'entre elles est de se rapprocher du point de vue le plus élevé qu'il a par rapport à la montagne Sainte-Victoire. En quittant l'atelier, il grimpe quelques kilomètres au nord, au sommet de la colline, et de là s'offre à lui un magnifique panorama qu'il va peindre de nombreuses fois. Et tous ces tableaux qui correspondent à cette période 1902-1906, qui sont dits montagne Sainte-Victoire vue des Loves, correspondent à cette dernière période de l'atelier. Mais l'autre raison, c'est parce que effectivement, il est loin de la ville, il est loin du regard des curieux, des moqueurs, de ceux qui veulent mettre le grappin sur lui, comme il le disait, grappin aussi bien physique que moral. Cézanne ne supportait pas le moindre contact. Effectivement, c'était quelqu'un qui ne vivait que pour sa peinture. Personne ne comprend Cézanne. Zola, qui avait été le premier à encourager sa démarche, finalement, il le dira, il est déçu par Cézanne. Alors on connaît parfaitement l'origine de leur rupture entre Cézanne et Zola après la publication du roman L'œuvre, mais on sait également que lorsqu'en 1902 il apprend la mort de Zola, il est ici en train de travailler entre ses murs et c'est son domestique qui va lui annoncer la nouvelle et Cézanne va lui demander qu'on me foute la paix et il va donc s'enfermer toute la journée au milieu de ses objets et pleurer. Le refuge de Cézanne, c'est sa peinture. C'est vrai qu'il dit c'est effrayant la vie et il se réfugie dans des lieux de solitude et les seuls moments qui le réconfortent sont ces rares moments de grâce où il a l'impression d'arriver à concrétiser tout ce qui bouillonne dans sa tête.
Fiz alguns progressos. Por que tão tarde e tão penosamente? Será a arte um sacerdócio que exige de nós pureza e plena entrega? Pintar é apreender uma harmonia entre numerosas relações. É transpô-las numa gama pessoal, desenvolvendo-as numa lógica nova e original. Eu trabalho tenazmente e entrevejo a terra prometida. Não há linha ou contorno, tão só contrastes. E esses contrastes não são dados pelo preto e branco, mas pela sensação cromática. Lui, effectivement, il avait résolu ce problème de l'espace par la couleur et par l'échange de tons, le rapport de tons entre les différents objets qu'il représentait sur une même toile. Et on constate effectivement ces espèces de diffusion. La pomme qui est ici va renvoyer ses reflets rouges sur le compotier et c'est vrai que lorsque l'on regarde bien dans la réalité, eh bien, on peut constater qu'il y a comme ça des couleurs qui se diffusent autour du fruit et qui vont aller rencontrer le blanc du compotier. Et il y a donc un savant mélange par touche juxtaposé de ces reflets échangés entre les objets. O desenho e a cor não são distintos. À medida que pintamos, vamos desenhando. Quanto mais harmónica a cor, mais preciso o desenho. Et lorsque nous, en France, nous parlons de nature morte, concernant l'œuvre de Cézanne, je crois qu'on est complètement à côté de ce qu'il a voulu dire. C'est vrai que les Allemands ou les Anglais, avec leur still life, sont beaucoup plus proches de la réalité cézannienne, puisque le still life, c'est la vie silencieuse. Et c'est vrai que, eh bien là, a priori, oui, comme Cézanne, on les entend chuchoter. Os nossos objetos elevam-nos. Um açucareiro ensina-nos tanto sobre nós e sobre a nossa arte quanto um Chardin ou um Monticelli. La peinture de Cézanne, c'est comme une prière. D'ailleurs, sa vie est calquée sur le rythme de celle d'un moine. Cézanne se lève très tôt le matin avec le soleil levant. Il est debout à 5h30. Il grimpe à pied jusqu'à son atelier, commence très tôt à travailler dès 6h du matin, s'arrête vers 11h, déjeune. Alors soit ici, sa gouvernante, Madame Brémond, qui lui prépare quelques plats. Sinon, il redescend manger dans son appartement qu'il loue rue Boulégon. Et puis l'après-midi, il loue les services d'un cocher qui l'amène sur le motif. Il se rapproche ainsi des carrières de Bibémus, le Château Noir, qu'il va peindre donc en direction du Tolonnais jusqu'à la fin de ses jours. Vou todos os dias ao encontro da paisagem. Cézanne está cada vez mais solitário. Só vive para a pintura, na pintura, esquecendo tudo o resto numa total ascese, repetindo a cada dia os mesmos gestos. Levanta-se às 5 da manhã e pinta incansavelmente até à noite.
Pinta na estrada de Tolonais, no atelier. O tempo deixa de existir. Não há fronteiras ou limites. Tudo tem idêntica importância, sem cessar, nas mesmas telas, ao longo dos anos, dos meses, dos dias. O tempo já não existe. O próprio universo sobrevive tão só na pintura. Son univers n'existe que par la peinture. Nos nossos quadros é a noite que ronda, a noite que tateia. Os museus são cavernas de Platão. À porta, faria gravar proibida a entrada a pintores. O sol brilha lá fora. Todo o processo criativo de Cézanne está presente. Um complexo mosaico de cor que abre a via do cubismo e da arte abstrata. Ceux qui poussent les portes de ces lieux sont rares, sont choisis par Cézanne. Alors ce ne sont pas ses anciens amis, paradoxalement, ce sont ces nouveaux amis qui arrivent ici, ces jeunes peintres qui viennent lui rendre hommage et qui viennent cueillir à Aix ses témoignages, le fruit de ses recherches. Il s'agit d'Émile Bernard, Charles Camoin, Maurice Denis, Carl Xavier Roussel. Voilà mon Eis o meu atelier. Ali só eu posso entrar. Mas como é meu amigo, iremos juntos. Et Ambroise Vollard, effectivement, son marchand, est venu plusieurs fois à Aix-en-Provence, au moins 2 fois, pendant que Cézanne travaille ici dans cet atelier. Et il connaît parfaitement le grand atelier de la Campagne et il connaît également les œuvres que Cézanne est en train d'y peindre. Et ces œuvres, Émile Bernard va d'ailleurs les décrire. Lorsqu'il pénètre en 1904 à l'intérieur de cet atelier, il est à la recherche de Cézanne et Cézanne va le trouver et va installer Émile Bernard au rez-de-chaussée de cette petite maison. Et lorsqu'il pénètre à l'intérieur de ce lieu de lumière et de silence, Émile Bernard voit sur les chevalets 2 œuvres, un tableau de grande baigneuse et une composition avec une pyramide de crâne sur un tapis d'Orient. Cézanne est effectivement donc au travail sur ces 2 chefs-d'œuvre de la fin de sa vie. Sou demasiado velho. Cheguei demasiado tarde. Sou um marco. Outros virão. Paul Sérusier escreverá: Cézanne soube despojar a arte pictórica de todos os bolores que o tempo nela acumulara. Ele mostrou que a imitação é apenas um meio, que o objetivo é dispor sobre uma dada superfície linhas e cores por forma a recuperar uma linguagem universal. Cézanne é o grande arquiteto da cor, Juan Gris. Cézanne fez explodir uma espécie de bomba na representação do mundo exterior, Giacometti. Cézanne é o meu único mestre. Eu observei os seus quadros, passei anos a estudá-los. Cézanne era como o pai de todos nós. Picasso. À la fin de sa vie, il va plusieurs fois déclarer « Je veux mourir en peignant ». Donc effectivement, son seul intérêt, c'est la peinture. Et c'est ce qui va lui arriver. Donc quelle plus belle mort pour un peintre, pour quelqu'un qui n'a que cette passion, une vie au rythme de ses pinceaux. Et on sait qu'à la fin de sa vie, effectivement, eh bien, c'était vraiment le fruit d'une concentration et d'une observation extrême. La moindre touche que Cézanne posait sur sa toile avait son sens. Il n'était pas là pour combler les vides, il était là pour faire apparaître progressivement l'essence même des objets qu'il peignait, qu'il s'agisse d'une pomme, d'un compotier, d'un verre, d'une bouteille, d'un oignon, d'un morceau de tissu, quasiment traité de façon minérale, comme il ne pouvait s'intéresser à la montagne Sainte-Victoire ou au dernier portrait de son jardinier Vallier. Em outubro de 1906, dirige-se uma última vez à montanha. Surpreendido por uma tempestade,
adoece e morre 2 dias mais tarde. É a montanha que o possui, ou ele que possui a montanha? Essa montanha que já não podemos evocar sem pensar em Cézanne.